Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Vous êtes en présence de Jean-William et de Mike. Aujourd'hui, pour cet épisode du balado Les idées ridicules, on recevait Evan Murray, qui est directeur régional en Lanaudière, en Abitibi-Témiscamingue et aussi nord du Québec pour la CDRQ, qui est en fait la coopérative de développement régional du Québec. Et également, nous avons reçu Frédéric Thériault, donc responsable des finances et du programme de panier bio à la ferme de Tournesol, donc également membre fondateur de la coopérative, la ferme coopérative de Tournesol. Yes. Donc, vous doutez bien, on fait un épisode sur les coopératives, sur les coopératives, les fermes coopératives aussi plutôt. Puis, on veut vraiment essayer de comprendre ensemble c'est quoi les différents modèles, qu'est-ce qui marche le mieux pour les fermes, comment ça se passe, comment on peut créer une coopérative, c'est quoi qu'il faut faire avant d'en créer une. Donc, on élucide vraiment un peu tout le monde des coopératives ensemble avec ces deux superbes invités-là. Donc, on s'est fait beaucoup de plaisir à jaser avec eux. Oui. Ben oui, puis pour nous, c'était super intéressant de jaser de coopérative parce que c'est un modèle qui, pour nous-mêmes, était super intéressant. Ça fait longtemps qu'on convoite parce que pour notre future entreprise, on veut créer une coopérative. Donc, c'est un peu un épisode bonbon. Là. On voulait recevoir des experts du domaine pour aller chercher de l'information puis nous faciliter la construction de notre entreprise. Exact. Donc, on se dit que si ça va être utile pour nous, ça risque d'être pour vous aussi très utile. En attendant, bonne écoute et on se revoit bientôt. Merci. Avant de commencer, on veut prendre le temps de remercier la Gotti Family avec Pierre Riche, donc le fondateur, mais également Vincent de la Sablonnière, maître brasseur chez Gotti. Merci pour vos bons produits. Yes, alors ils nous ont fourni généreusement une panoplie de leurs délicieux kombucha faits d'ingrédients 100% biologiques. Donc on vous dit un gros merci. Moi, personnellement, il faut que je le dise, mon préféré, c'est cardamome et rhodiola, mais je vais me prêter au jeu et goûter un autre excellent kombucha aujourd'hui. Donc écoutez ça, comment le... Ah! Wow! L'effervescence, ça sent... Oh, wow! Wow! C'était excellent. Merci Gotti. Salut Evan, salut Frédéric, merci d'avoir accepté l'invitation puis de venir nous jaser sur le podcast, c'est super apprécié. Premièrement, ça va bien? Très bien, merci. Ouais? Salut, oui, très bien. Le petit stress va s'en aller là, au fur et à mesure, on va briser la glace, vous allez voir, vous êtes dans de bonnes mains. Là, vous nous avez bien accueillis, là, ça se passe très bien. Bon, pour tous les invités qui se demandent s'ils devraient venir, on a le témoignage d'Evan, on accueille très bien le monde. Exact. Puis, écoute, sans plus attendre, on va se lancer. Puis, j'aimerais ça tout de suite, dans le fond, que vous nous décriviez un peu qu'est-ce que vous faites en ce moment, puis pour quelles entreprises vous le faites, dans le fond. Tu peux y aller. Alors, je m'appelle Frédéric Thériault. Je travaille à la ferme coopérative Tournesol. Je suis un des membres fondateurs de la coop. Puis maintenant, je suis en charge du programme de panier de légumes. Parce qu'on vend des légumes bio, mais on vend aussi des semences bio. Oui. Je participe aussi dans l'équipe de vente des semences. Je m'occupe beaucoup d'administration pour la coopérative de travail. Cool. That's it. Puis toi, Evan? Moi, je travaille à la CDRQ, la coopérative de développement régional du Québec. Je suis plus particulièrement dédié aux régions Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Pas de fil conducteur nécessairement entre les régions, mais ça donne comme ça. Okay. Puis voilà, donc on est en accompagnement de coopératives au quotidien, intercoopération sur une base régionale. Là, c'est ce qui m'anime au quotidien, effectivement. Puis ça donne que dans l'équipe, on est 35, répartis un peu partout au Québec. Puis dans l'équipe, c'est pas mal moi le gars agro. Okay. Nice. D'où l'idée, effectivement, là, que ce soit moi qui y soit aujourd'hui. Merci de l'invitation, vraiment. Ben, cool. Ça fait plaisir. Super content de vous recevoir. Ben oui, puis juste avant de passer à la prochaine question, je sais que dans le fond, quand vous êtes arrivé, vous êtes présenté un peu, vous étiez déjà vu, Evan, Fred, vous étiez déjà vu, dans le fond, auparavant. Oui, ben le monde coop, c'est à la fois un grand monde puis un petit monde. Ouais. Donc, on est tous des gens passionnés qui veulent que les choses avancent. Il y a, puis c'est ça qu'on a repéré dans le temps, en 2016, il s'est fait une première rencontre de coop qui font de la production agricole, puis il y a des gens qui s'étaient ajoutés, des marchés publics qui s'étaient ajoutés, toutes sortes de monde pour justement dire, ben là, on est un peu répartis, on peut-tu jaser pour dire c'est quoi les bonnes pratiques en coop, puis comment on peut en faire plus, être meilleur, puis la ferme Tournesol est une des pionnières aussi, puis l'idée... Un exemple pour beaucoup. Ben oui, puis tu étais venu comme conférencier, où tu avais présenté les bonnes pratiques là, aussi, là, donc...
Parce que c'est ça, on a commencé en 2005, puis il n'y en avait pas beaucoup des coops de travail en agriculture à ce moment-là, mais rendu en 2016, c'est ça, la CDRQ, puis... Le réseau coop était là, on était le réseau coop avait identifié que c'était un secteur là, en croissance, puis qu'il y en avait de plus en plus, puis qu'il y avait un besoin de commencer à se réseauter. Puis depuis 2016, l'année dernière, on a avancé plus un peu, puis on a même fondé un petit réseau des fermes coop où on a des échanges par courriel, une liste d'échanges. Il y a eu des activités qui ont eu lieu en ligne, puis on va avoir des activités de formation là. Ça pourrait être là aussi. C'est intéressant, ça. Note ça, Mike. On est rendu à 42 fermes coop. Wow, 42 fermes coop, c'est ça. Puis justement, est-ce que ça se refait? Là, tu sais, vous me parlez du réseau que vous avez mis en place, mais est-ce que ça se refait encore d'autres conventions comme ça, genre annuelles ou ce que justement, comme toutes les coops en production agricole se regroupent aussi pour se repartager? On n'est pas encore là, formalisé, c'est pas encore une organisation ou une sous-section du réseau coop ou de la CDRQ ou d'une organisation qui existe déjà. C'est encore informel. Et puis, quand on a sondé là, le désir des fermes coop l'année dernière, les gens voulaient pas nécessairement avoir une structure trop pesante, puis beaucoup de réunions, puis tout ça. Donc, on garde ça léger, là, deux événements de partage par année. Okay, c'est encore informel, mais ça prend cette formule-là. C'est ça. OK, super. C'est super le fun de créer une communauté comme ça. J'aimerais ça aussi, c'est une question qu'on aime poser quand même en début de jeu avec les invités. C'est à saveur ludique là, de mettre un peu de couleur à vos personnages. Et en fait, on aimerait savoir si vous aviez un moment qu'on pourrait qualifier d'épiphanique à nous partager, que ça soit récent à votre parcours, dans la très jeune enfance ou comme vous le sentez, là, un moment comme ça que vous seriez prêt à nous partager. Je savais que vous posiez ces questions-là chaque fois, puis j'ai pas trouvé le moment épiphanique. C'était une bonne réponse de pas en avoir un seul dans sa vie aussi. Là. Mais en fait, moi, j'arrive du travail social. Ouais. Puis dans le fond, je faisais de l'organisation communautaire, je faisais ce travail-là dans les communautés. Puis j'ai croisé une coop en chemin, puis je me suis dit, dans le fond, c'est ça, il faut plus de coop. Fait que l'épiphanie, non, je pense pas que c'est le bon mot, mais le déclic, ça a été de dire, OK, là, c'est des entreprises qui ont de l'impact dans leur milieu. Fait que j'étais allé dans l'administration. Le travailleur social est allé faire des cours de fiscalité. Ça, c'était pas naturel. Mais voilà, ce chemin-là a poursuivi, puis c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Là. Donc, Puis par curiosité, la coop que tu as croisée sur son chemin, c'était une coop justement comme format, c'était dans le travail social ou c'était un autre... en tout cas, dans le secteur communautaire ou c'était quoi? Effectivement, c'était une coop qui était assez communautaire. Là. C'était un bâtiment, dans le fond, qui hébergeait plusieurs organismes communautaires à l'intérieur, puis qui avait une location de salle, puis tout ça. C'était chez nous du communautaire à Mascouche, dans la Naudière. Oui. Puis c'est là que je me suis dit, il y a vraiment de quoi à faire. Les gens le gèrent eux-mêmes, le développent comme ils le souhaitent. C'est pas quelqu'un qui gère à leur place. Donc, j'ai été assez touché par le modèle. Puis là, ça m'a amené là où j'en suis actuellement encore. Là. Nice, merci. Ben oui, je trouve qu'il y a des codes vraiment intéressants quand tu l'as nommé un peu, mais dans coop, tu sais, je veux dire, dans le capitalisme pur et dur, tu sais, on voit la haine qui évolue, puis des fois sans valeur, sans morale, des fois on a l'impression, tu sais, puis il y a de l'autre côté, dans l'autre extrême, tu as tout ce qui va être, tu sais, au BNL ou ce style-là, puis le coop, c'est vraiment, c'est une espèce de bel entre-deux où les valeurs sont importantes, où la recherche de profit aussi est importante, mais pour d'autres raisons que la recherche de profit uniquement, tu sais. Juste pour la croissance. Ouais, c'est ça. Okay, je comprends, je partage aussi cette motivation d'avoir plus de coop naître. Nous aussi, c'est ce qu'on a pensé au tout début. Pourquoi on a choisi de faire une coop? C'était parce qu'on se disait, le Québec va être une meilleure place avec plus de coop. Voilà. Mais mon moment épiphanique, c'était une question difficile, je trouvais, mais j'ai quelque chose qu'on a découvert récemment dans notre parcours, là, dont je parle beaucoup de ce temps-ci, là, mais qui est peut-être une petite épiphanie, c'est la sociocratie. Donc, c'est une manière de travailler ensemble puis de gérer la gouvernance dans une équipe qui... on n'est pas encore rendu là, à l'avoir complètement mis en place, mais on a commencé à travailler puis à intégrer plusieurs techniques puis les types de réunions qui sont recommandés dans
la constitution, holacracy en anglais, mais sociocratie en français. Ah, ok, c'est pas, je pensais que c'était deux trucs qui étaient similaires, mais non, un est en français, l'autre est en anglais. Peut-être que c'est moi qui je suis pas certain, en fait, là, exactement de la bonne étymologie. Mais nous, on utilise holacracy, mais holacratie, je le trouve pas vraiment en français. Je trouve plus sociocratie, fait que je m'étais dit que c'était peut-être une traduction. Ça ferait pas de sens. Mais bref, c'est ça, c'est pour nous, on avait des défis quand même dans le travail collectif, puis la satisfaction de tout le monde, puis l'horizontalité, comment mettre en place une horizontalité, puis ça fait 1 an qu'on a commencé à travailler là, dans ce nouveau cadre-là, et puis ça a amené beaucoup de satisfaction, plus de productivité, les gens se sentent plus... impliqués, en contrôle, impliqués, qui peuvent avoir un impact. Fait qu'on pourra en parler davantage peut-être. Mais sans aucun doute. Oui, c'est ça, exact. C'est une de mes petites épiphanies. Jeunesse, ça donne une belle. Ben oui, absolument. Je pense qu'avant de se lancer vraiment plus loin aussi dans comme tous les différents formats, puis notamment comment vous avez appliqué votre modèle de coopérative, je me demandais, est-ce qu'on pourrait ensemble peut-être essayer de retracer comme un peu l'historique des coopératives au Québec, comment ça s'est passé, ça venait comme de quels besoins, de qui... je regardais un peu Evan en disant ça. Parce que mon feeling, c'est que ça s'en venait sur moi, ça, effectivement. Mais c'est une bonne question. Puis, la plus vieille ou une des plus vieilles, là, c'est dans le domaine financier, de l'assurance aussi. C'est de là que les grandes coopératives qu'on connaît, ou les Promutuelles, Desjardins, ça a été dans les premières, mais aussi Solio Groupe Coopératif, qui était la coop fédérée avant. Donc, il y a là une base de la coopération, particulièrement dans le domaine agricole. Là. C'est toujours né d'un souhait de faire différent ou de combattre quelque chose, de s'arranger différemment. L'histoire de Desjardins, c'est vraiment ça. C'est les prêts usuraires, on va s'arranger entre nous, puis les Canadiens français, puis voilà, c'est ça. Il y a toute cette histoire-là alentour, mais plus le temps a avancé, le mouvement de l'habitation est arrivé aussi, des coops d'alimentation, des épiceries. Donc, il y a eu des moments dans l'histoire qui ont fait que dans certains secteurs d'activité, ça s'est développé un peu plus. Et on est toujours dans... On veut s'arranger entre nous. Faut toujours qu'il y ait cette germe, cette motivation-là, effectivement, là, qui soit pas loin pour que le modèle coop soit pertinent. Puis c'est ce qui semble ressortir là, de l'historique, mais je suis pas l'historien dans l'équipe là. J'en connais qui aurait voulu répondre à cette question. Quand même, ça adresse quand même un beau portrait, juste aussi pour comprendre ça c'est ça, l'espèce de progression logique qu'il y a eu, puis dans les différents secteurs. Puis même là, tu sais, en parlant de coopérative, même là, moi-même, j'oubliais toute l'histoire aussi des coops, même d'habitation, puis comme tu dis aussi des institutions financières, fait que c'est vraiment intéressant. Mais j'allais juste compléter, je trouve ça même intéressant de voir au niveau habitation, je pense que c'est en 2019 qu'on a même vu une espèce de nouvelle formule se créer, là, les coops d'habitation de propriétaires. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait comme « Oh my God, OK, oui, il y a quelque chose là-dedans. J'ai pas encore fini d'explorer puis vers quoi ça pouvait aller nous avancer, nous, dans nos projets, mais il y a des codes super intéressants qui s'est créé là aussi. Oui, on est dans du modèle hybride, tu sais, où un condo pur et dur, ça nous intéresse pas, mais un modèle de coop d'habitation, juste de payer un loyer toute ta vie puis tu te crées pas de capital... C'est pas intéressant. Donc, la coop de propriétaires est vraiment l'hybride entre tout ça. Comme plusieurs femmes coop font de l'hybride aussi. Là. J'ai un peu de terre, mais j'ai un autre qui est en location, puis je pense à mon avenir. Donc, on est vraiment dans des modèles hybrides, là, si je peux utiliser ce terme. Absolument. Puis, justement, en restant un peu aussi dans la même veine, là, tantôt, tu disais, je pense qu'il y avait 42 coopératives agricoles qui existent en ce moment au Québec. En production agricole, des fermes. Oui, des fermes, exact. Puis, ça ressemble à quoi un peu le portrait au niveau du Québec? Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que ça a comme stabilisé pendant un bout? Ça ressemble à quoi? C'est toujours... Il y a à peu près toujours le même nombre de coops depuis plusieurs années. Là. Tout ça joue entre le 3000, 3300. On se maintient. Là, donc, mais ça change un peu comme profil de coop. Donc, je pense à la coopération du travail, où les gens partent plusieurs en affaires, là, mais veulent le gérer différemment. Ça, c'est en augmentation. Puis à l'autre spectre, des coops de solidarité où c'est plus des projets d'une communauté, d'un milieu super ancré à proximité avec les gens. Ça aussi, c'est en augmentation. D'autres modèles qui sont en diminution, mais somme toute, depuis
on est habitué de dire les 2 dernières années, on est rendu à 3 dernières années, mais il y a vraiment une hausse des demandes d'information, hey, j'ai goût de faire de l'entrepreneuriat collectif, de l'économie sociale, des coops. Puis bon, notre job après ça, c'est de démêler tout ça. Mais tu sais, les gens on sent un appétit de faire différent. Des entreprises qui veulent plus collaborer entre elles, mais qui se compétitionnaient avant, mais là, qui veulent collaborer. Donc là, ça l'ouvre d'autres genres de projets. Donc, c'est-tu en augmentation, c'est-tu neutre, mais c'est assurément encore d'actualité et encore plus parce que le téléphone sonne souvent. Là. Bon. C'est encourageant à entendre, c'est le fun parce que ça, personnellement, puis nous aussi, c'est pour ça qu'on trouvait que c'est vraiment important de faire un épisode aussi sur ça, c'est de pouvoir mettre en lumière les différents modèles qui existent. Puis nous, on pense que ça peut être franchement une solution pour les nouveaux et nouvelles entrepreneurs. Entrepreneur. Puis, parlons-en. Là, on a nommé la coopérative de travail. C'est quoi les modèles qui existent en ce moment? Puis, est-ce que même ça se peut, des nouveaux modèles de coopérative? Est-ce qu'il y aurait une utilité à ça? On en rêve beaucoup de nouveaux modèles, mais ça a l'air qu'au Québec, il y a une loi sur les coopératives qui prescrit pas mal c'est quoi une coop. Donc, à chaque 2 ans, il y a un projet de modernisation de la loi sur les coops. Puis on dit, yes, il y a des nouveaux modèles qui vont apparaître, mais c'est pas tout de suite. Mais je peux l'apprendre, celle-là. Mon feeling, c'est que je réponds souvent à cette question. Mais je suis quand même curieux de c'est quoi qui manque, c'est quoi que vous cherchez dans les nouveaux modèles de coop. Parce qu'on a, faisons-le ensemble. Parce que moi, les 2 que je connais qui s'appliquent dans l'agricole, c'est la coopérative de travail, où c'est les travailleurs qui sont les membres. Et puis après, la coopérative de solidarité, où il y a des travailleurs qui peuvent être membres, mais aussi des membres de soutien qui sont des gens de la communauté ou des gens qui bénéficient du service. Donc, il y a des membres de soutien et des membres travailleurs qui composent la coopérative. Ça, c'est les 2 principaux, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Puis est-ce que... Oui, si j'ajoute d'autres catégories de membres, parce que quand on le sait qu'on est dans une coop, essentiellement, c'est qu'on a un intérêt à ce que ça fonctionne. On a un lien d'affaires, un lien d'usage, là, c'est notre terme scientifique. Donc, les modèles que tu as abordés, donc il y a une relation de travail. Membres de soutien, il n'y a pas de lien, mais ils encouragent, ils veulent que ça fonctionne. On peut ajouter des membres clients. Des membres consommateurs, donc pour leur usage personnel, où ils sont membres, là, ça implique qu'il y a donc des coops de consommateurs. C'est un type de coop. Mais on peut, dans des coops de solidarité, on pourrait dire qu'il y a des consommateurs dans le membership. Il y en a des fermes coop où les clients, les adhérents de paniers bio ou autres sont impliqués ou des familles aussi même qui sont impliquées dans une coopérative. Un autre type de coop où on va regrouper des entreprises, cette fois-là, le coop de producteurs, c'est la plus populaire dans le domaine agricole. C'est vraiment celle qui a le plus d'expérience. Ça, c'est ce qu'on a à l'AKP, dans le fond, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Donc, plein d'entreprises qui se regroupent ensemble pour faire de la mise en marché ou pour faire des achats en commun, de la formation, ainsi de suite. Exact. Il y a des marchés publics qui sont de cette façon-là, des CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, ça existe beaucoup, où l'idée, justement, c'est, tant qu'à s'acheter grosse machinerie, parce que c'est ça le classique, mais de plus en plus des petits équipements, mais qui ne sont pas utilisés si souvent, mais on se les partage, puis on les achète à la gang, puis selon un calendrier qu'on travaille d'une année à l'autre, on peut l'utiliser. Puis des fois, c'est l'équipement physique, mais des fois, c'est, je pense à la centrale agricole à Montréal, ils se partagent des chambres froides, des hydrateurs. Donc, on n'est pas dans la classique moissonneuse-batteuse, qu'on se partage à plusieurs. Donc, ce modèle-là est la coop de producteurs, où il y a les producteurs. Il y a un autre modèle qu'on voit peu dans le domaine agricole, mais qui est la coopérative de travailleurs actionnaires. Je parlais de modèle hybride tantôt, là, en voici un, pas pire. Où l'idée, c'est dans une entreprise, on vend un bloc d'actions aux employés de l'entreprise. Donc, comme travailleur, tu possèdes une partie de ton employeur. C'est vraiment ça le modèle. Donc, coopérative de travailleurs actionnaires. Puis, j'avais comme une grosse question qui me venait en tête avec ça. Est-ce que, comme employé qui devient actionnaire, c'est une manière à la fois peut-être de les mobiliser? En fait, ça serait quoi les besoins ou l'optique, le but derrière le fait d'avoir des employés comme actionnaires aussi? Oui, il y a plusieurs déclencheurs qui fait que c'est pertinent. Celui que tu as nommé
nommé est très pertinent là, pour justement concrétiser une gestion participative. Là, il y a des entreprises Inc. Là, qui sont gentilles aussi. Là. Absolument. Donc, qui montrent déjà leur chiffre annuel aux employés, puis qui va solliciter les opinions, ben, on va le concrétiser jusqu'à vendre un bloc d'actions aux employés. Donc, ça, c'est une façon de faire. Sinon, on le voit beaucoup dans de la relève d'entreprise. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux éventuellement vendre mon entreprise, puis je veux pas me faire racheter par une entreprise qui est pas au Québec, par exemple, ou pas au Canada. Ben là, je vais compter sur mes employés pour prendre du galon. Puis ça se fait via une coopérative de travailleurs actionnaires, par exemple. Puis, il y a d'autres situations où on veut augmenter la capitalisation de l'entreprise. Les employés amènent de l'argent supplémentaire, effectivement, de cette façon-là. Puis, quand tu posais la question, c'est quoi les nouveaux modèles qu'on a en tête? Là, ben, là, je viens de décrire celle où c'est les employés qui sont actionnaires. Ben, ça pourrait être pas pire que ce soit une communauté qui soit actionnaire pour un projet qui a de l'impact pour tout le monde. Puis pour le moment, ça se fait pas en coop. Là. On a réussi à le faire différemment. Mais au Nouveau-Brunswick, ça existe. Une coop, là, je me souviens plus du terme, là, mais c'est une coop d'investisseurs, mais tu peux pas juste investir. Il faut que tu sois à proximité. Il faut que tu t'engages à utiliser éventuellement ce qui va se passer sur cette terre-là. Il y a de quoi d'intéressant, mais là, pour le moment, la loi permet pas ça. Il y avait pas même des fois au Îles de la Madeleine, comme quoi les Madelinois et Madelinoises avaient comme réussi. Il me semble, là, il faudrait que je check mes affaires. Pardon si c'est pas... fact-checkez-moi. Mais qui avait réussi à réacquérir, dans le fond, des bateaux comme ça pour se réapproprier un peu l'industrie de la pêche et du transport, là. Tant que tel, je sais pas si... Est-ce que ça dit quelque chose? Peut-être. Peut-être. J'ai mon collègue Patrice qui est au montage. C'est ça. Mais je sais, puis là, moi aussi, j'ai pas toute l'information, là, mais il y a eu une faillite tout récemment de La Renaissance, je pense. C'est une entreprise de transformation alimentaire de produits de la pêche. Puis là, ça vient de faire faillite. Puis là, les pêcheurs, c'est tout récent, là. Les pêcheurs se sont regroupés pour dire, ben là, nous, on va acheter les actifs puis on va l'opérer. Là. Wow. Pas vrai que ça va fermer ça. Là. Ben oui. Donc, c'est assez intéressant. C'est une coop. En plus. Magnifique. Yeah. Puis, on va revenir un petit peu justement avec toi, Fred. Est-ce que c'était évident à la base pour justement la ferme Tournesol? Est-ce que c'était évident que la coopérative, c'était le meilleur choix? Comment vous avez navigué là-dedans, dans le fond? Nous, ça a été un choix idéologique au début. On était 6 personnes qui voulaient démarrer l'entreprise. Puis, on voulait travailler ensemble, faire de l'agriculture. Puis là, on voulait pas que ce soit un partenariat, parce qu'à 6, là, c'était un peu compliqué. On trouvait un partenariat, avoir ça tout coordonner nos impôts, puis tout, là. Fait qu'on a dit, il faut qu'on crée une entreprise. Puis là, on avait comme le choix de la Inc. ou de la coop. Puis à ce temps-là, il y avait le film The Corporation qui avait été produit aux États-Unis. Puis les corporations, les entreprises, il y en a plusieurs qui vont faire des crimes contre l'humanité puis jamais vraiment payer leurs dettes, tu sais. Fait que là, on veut-tu faire une corporation de plus dans le monde ou une coop de plus dans le Québec? Puis on a choisi d'aller pour la formule coopérative. C'était vraiment par idéologie aussi. On n'avait pas tout exactement le même montant à investir. On avait certains actifs qu'on transférait à l'entreprise, puis on voulait pas que la personne qui donnait un camion à l'entreprise ait plus de pouvoir décisionnel que les autres. Donc, le un membre, un vote, c'était quand même important pour nous. Fait que ça nous a amené vers la coop, mais c'est sûr qu'on connaissait pas tous les tenants et les aboutissants de la formule. Puis, on voyait certains avantages, mais on connaissait pas certains des défis. Puis, au fil des années, là, on a appris à travailler avec ça. Puis, il y a eu certains deuils à faire aussi, hein, parce que démarrer notre ferme comme coop, c'est pas... Si on se compare à nos amis qui étaient à l'université avec nous, puis qu'ils ont démarré leur ferme en tant que couple, puis que c'est une entreprise qui leur appartient, leurs actifs, certaines des subventions qu'ils ont reçues et tout, ça finit par leur appartenir à eux. Nous, c'est la coop qu'on a créée. On a créé une coop qui est capable de remplir une fonction dans la société, sauf que c'est pas Frédéric Thériault qui va en bénéficier. J'en bénéficie parce que j'ai un travail, parce que je joue un rôle, je suis satisfait de ce que je fais dans ma vie, mais j'ai un salaire. Puis après, c'est avec mon salaire qu'il faut que moi, je paye mes frais. Il y a quand même une différence dans le modèle, mais on a réussi à bien le faire. Puis au niveau des avantages,
on a pu progresser beaucoup plus vite parce qu'on était 5 qui avaient toutes sortes de forces à amener là, pour amener de l'eau au moulin puis partager nos forces, nos ressources au début. Tu commences un petit projet, puis t'es tout jeune, t'as pas vraiment d'argent. On a mis 2000$, puis 1000$ d'actifs. 3000$, c'est pas grand-chose. Tu convaincras pas grand monde à investir dans ton projet, mais si t'es 5, puis que là, finalement, t'as 15 000$. Là, ça devient plus intéressant pour quelqu'un de financer avec des subventions, avec des prêts, là, un nouveau projet. Ah oui. Puis justement, parlons-en un peu, là, on a commencé à l'effleurer un petit peu, mais c'est quoi justement les avantages et désavantages dans le fond des coopératives, les pros puis les cons, comme ils disent en bon français? Certains désavantages, c'est justement, je mentionnais là, le fait qu'on a pu progresser plus vite. Notre salaire a augmenté plus vite que si j'avais parti ma ferme tout seul avec mon épouse ou une autre personne. Mais après, on arrive peut-être à un moment où, vu qu'on est 5, ou maintenant on est rendu 7, puis maintenant 9 avec 2 membres auxiliaires dans la coopérative, si moi je veux augmenter mon salaire de 5 000$, puis que tout le monde veut l'augmenter de 5 000$, 9 fois 5, c'est 45 000. Là, pour générer 45 000 de profit, il faut faire 100 000, 150 000 de vente. Fait que tu sais, là, mon 5 000$, finalement, il se traduit... Ça devient plus dur à un moment donné d'amener tout le monde beaucoup plus haut, comparé à un modèle où tu en aurais 2 qui gèrent l'entreprise puis qui engagent 15 personnes en dessous. Là, eux, ils peuvent augmenter leur salaire plus vite. Fait que ça, c'est un des défis au niveau de la rémunération, mais on travaille tout le monde ensemble puis on augmente la rémunération de tout le monde. Fait qu'on est quand même fiers de ça aussi. Au niveau des autres avantages, le partage du stress puis des charges de responsabilité, en se divisant la tâche. Gérer une entreprise agricole, c'est quand même une job qui est très, très demandante puis qui est très, très stressante. Fait que le modèle coopératif est super attirant pour ça parce que t'as pas besoin d'être bon dans tout parce que t'as des collègues en qui t'as confiance puis qui sont aussi investis à long terme dans le projet qui peuvent prendre des gros morceaux. Mais c'est sûr que pour réussir ça, il faut que tu investisses dans ta communication puis dans ta confiance puis que tu aies des buts communs auxquels tu travailles. Mais ce partage-là est super important. Puis après, une fois que tu as établi ces mécanismes-là, puis les responsabilités, puis le partage des tâches, ça devient aussi beaucoup plus facile de te libérer de la coop parce que tout ne repose pas sur tes épaules, puis tout n'est pas dans ton cerveau. Tu as des systèmes, tu as des protocoles, tu as quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait parce que là, vous avez changé de job après 4 ans, puis qui peut reprendre la balle quand toi, tu veux partir pour un congé de maternité ou paternité ou tu as le goût de faire de l'enseignement ou d'avoir un autre projet, puis de réduire tes heures. Donc, nous, on est rendus les fondateurs. Il y a plusieurs d'entre nous on aime beaucoup ce qu'on fait à la coop, mais on commence à réduire nos heures pour pouvoir se consacrer aussi à d'autres projets, puis de partir des petites business à côté ou faire de la formation ou s'investir avec d'autres collègues qui ne sont pas dans la coop, mais avec qui on a des projets. Fait que ça nous donne une belle flexibilité pour pouvoir aussi transformer notre carrière là, au fur et à mesure, pas toujours être... dans l'entreprise. La ferme tournesol uniquement, puis c'est la ferme tournesol, c'est moi. C'est ça. J'avoue, j'avais pas pensé à ce point-là. C'est vraiment intéressant, là, de se dire qu'un jour, tu es capable de te détacher de ton entreprise, te libérer pour des nouveaux projets. Tu sais, un moment donné aussi, tu atteins un cycle où j'imagine tu as envie de te renouveler. Tu sais, un moment donné, c'est beau la ferme. Tu peux améliorer des trucs, changer des trucs à la ferme, mais comme tu dis, avoir des nouveaux projets aussi personnels, ça peut venir, c'est sûr. Puis d'avoir l'opportunité, c'est vraiment cool. C'est stimulant de pouvoir faire d'autres choses comme ça. Mais dans les défis aussi, c'est qu'il faut, comme je le disais, apprendre à travailler ensemble. Fait que des fois, on peut trouver que la progression est lente dans une coop quand tout le monde discute et puis qu'on veut prendre des décisions. Il faut investir de l'argent puis du temps pour se former, pour apprendre à bien prendre des décisions. Puis c'est là que l'holacratie, la sociocratie dont je parlais tout à l'heure, entre en ligne de compte pour nous. On était un peu pris dans un modèle où on cherchait le consensus. On aimait ça que tout le monde soit d'accord. On se sent bien quand tout le monde est d'accord puis qu'on avance. Mais l'affaire, c'est que pour que tout le monde soit d'accord, il faut que tu convainques tout le monde. Puis c'est long. Puis des fois, moi, j'avais une idée ou quelqu'un d'autre dans l'équipe a une idée. Puis là, on en parle, on l'introduit. C'est comme l'électroc qu'on a fait là, il y a quelques années. Là, on a fait convertir un camion de livraison 100% électrique maintenant. Notre camion de livraison est 100% électrique. Reed, il a eu l'idée, mais il l'a parlé. Puis là,
on était intéressés, mais il y avait plusieurs défis. Puis là, ben, ça a pris 2 ans finalement avant que finalement on se lance puis qu'on le fasse l'électroc. Ouais. Fait que ça a été long. Des fois, ça cause des frustrations pour les individus là, qui ont une bonne idée puis qui auraient la drive de le faire maintenant. Mais là, tout le monde n'est pas d'accord. Une autre personne a peur. Il y a ci puis il y a ça. Il y a des questions de budget. C'est sûr qu'il y a toujours ça dans une entreprise, mais avec le nouveau modèle où on ne travaille plus au consensus, mais plutôt au consentement. Donc ça, c'est une autre approche où quelqu'un a une responsabilité. C'est important de bien définir les responsabilités de tout le monde, là, mais une fois que moi, j'ai des responsabilités qui sont clairement à moi, ben s'il y a quelque chose que je veux faire pour servir l'entreprise, puis servir le but de l'entreprise, puis accomplir mes responsabilités, ben j'ai 100% le droit de le faire. Okay, j'ai pas besoin de consulter tout le monde. Mais évidemment, je suis dans une coop et on a l'habitude de se parler. Puis je vais consulter les gens, mais pour avoir leur opinion. Et puis, ils vont me donner leur feedback. Je vais l'intégrer dans mon projet, mais c'est moi, ultimement, qui est responsable. Puis j'ai pas besoin de convaincre tout le monde. Fait que dans le consentement, une décision n'ira pas de l'avant seulement si quelqu'un a des objections très significatives et très importantes, des objections du genre « ça met en danger notre entreprise on n'aura pas la chance de réagir puis de changer, puis on va avoir gaspillé 500 000 $, ou ça va complètement ruiner notre image de marque, puis après ça, on sera plus capable de faire des ventes, fais pas ça. » Ou bien, ce que tu es en train de faire, c'est ma responsabilité, puis c'est ma description de tâche, puis là, tu es en train de faire ma job. Fait que là, ça, c'est des raisons de dire non, ton projet, il peut pas aller de l'avant. Mais si tu es dans ton cadre à toi, dans ta zone, puis que c'est un projet que tu le mets de l'avant, puis là, tu réalises que finalement, ça marche pas, ou que c'est dangereux, ou que ça gaspille de l'argent, ben tu l'arrêtes. That's it. Fait que tu peux aller de l'avant, tu peux mettre des choses en place beaucoup plus rapidement. Puis... Fait que de reprendre un peu quasiment comme quasiment comme une structure un peu de Inc. à certains égards, juste au niveau de l'attribution de postes et responsabilités, mais en l'appliquant dans un modèle coop, dans un sens? Ouais, ben le système de gouvernance de la sociocratie, ça peut être appliqué dans des coops, mais ça peut être appliqué dans toutes sortes d'entreprises aussi. Là, c'est pas unique là, aux coopératives. Mais effectivement, c'est ça. C'est vraiment une clarification des rôles et responsabilités. Puis après ça, un changement là, du mode de prise de décision. Et il y a certains types de meetings qu'on a aussi là, qui sont très efficaces pour partager l'information. C'est ça que je voulais te demander aussi. Je me demandais comment vous faites, parce que, tu sais, mettons, c'est un truc complètement différent, mais tu sais, pour avoir été sur des CA, il y a des CA qui ne sont pas très efficaces. T'sais, on le sait, les mêmes idées se rebrassent, il n'y a comme pas de nouvelles idées, puis des fois, c'est comme, on dirait, dans la manière de communiquer, il y a beaucoup de pertes, ce qui crée quand même une lourdeur, des fois, qui peut être impressionnante quand tu en fais plusieurs comme ça par semaine. Comment tu fais pour rendre des trucs comme ça efficaces? C'est vraiment par la formation, quoi? On fait ça ensemble, puis... Ben nous, c'est ça. Dans la dernière année, on a vraiment eu une réflexion, puis on s'est fait aider par le réseau coop là, sur la gouvernance dans l'entreprise. Puis on s'est rendu compte que dans les premières années, on mettait tout dans le CA. Le CA gérait les finances de l'entreprise, oui, puis ça, c'est sa responsabilité, en fait, le CA, mais... de créer le budget, genre. Mais il gérait aussi toutes les opérations. Puis là, quand on avait des questions de « je devrais-tu acheter telle affaire, ou tel client me demande ça, puis là, je suis pas sûr qu'est-ce que je devrais faire », on amenait tout ça au CA. Fait que ça faisait des réunions compliquées puis longues. Puis là, ben, on a clarifié ça, puis on a mis les responsabilités du CA qui sont beaucoup clarifiées puis beaucoup réduites dans le CA. Puis au CA, on a encore un fonctionnement là, qui était typique de notre coopérative où on cherche à créer un certain sentiment d'unanimité, mais ultimement, c'est par vote que ça se décide. Puis c'est 60% pour avoir la majorité. Puis s'il y a une question qui est compliquée et qui est épineuse, on peut finir par faire un vote. Des fois, si on sait qu'il y a une question qui est difficile puis que ça va probablement se régler à 4 contre 3, ben des fois, on va se retenir nous-mêmes de l'amener, puis on va essayer de trouver puis de le reformuler puis de trouver une manière d'amener une proposition qui va être plus consensuelle que... Mais des fois, si c'est une petite affaire, là, puis qu'il faut juste qu'on passe à autre chose, là, on va l'amener, puis ça va être un vote, puis ça va finir là. Mais le CA, c'est le même. Mais après ça, maintenant, dans les opérations, c'est là qu'on a mis en place la sociocratie. Les opérations, ben, on a différents cercles à l'intérieur, et puis on
on gère d'une façon beaucoup plus autocratique, d'une certaine manière. Les gens ont des responsabilités, puis ils amènent des projets, ils font des propositions, puis c'est eux, en fonction de leur titre ou de leur responsabilité, qui ultimement là, intègrent les commentaires, mais prennent les décisions. OK. Puis comme pour mettre en relief, puis après ça, je serais curieux de t'entendre aussi, Evan, sur ça, si tu as d'autres choses à apporter. Mais juste pour mettre en relief, qu'est-ce que tu dis aussi? Donc là, comme tu disais tantôt, en ce moment, mettons, toi, tu seras en charge des paniers, des paniers fermiers. Aussi, tu m'avais dit au niveau de la représentant au niveau des ventes, c'est ça que tu as dit? Donc moi, je fais partie de l'équipe de vente, mais au niveau des paniers, j'ai un exemple intéressant là, à te montrer. Donc, c'est moi qui fais toutes les relations clients puis le marketing pour notre programme de panier de légumes. Donc, il y a 5 ans, là, en septembre, en général, on choisit le prix du panier pour l'année prochaine. Fait que là, j'aurais amené une proposition au CA pour dire, l'année prochaine, je veux qu'on vende le panier à 32,50 $. Puis là, tout le monde, on aurait discuté. Puis il y a tout le temps du monde dans l'équipe que eux autres, ils n'aiment pas ça augmenter les prix parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. C'est trop cher pour les consommateurs. Puis là, si on augmente le prix, il faut aussi qu'on augmente le prix des légumes. Puis on n'a pas encore toute la liste des prix des légumes. Puis on ne sait pas exactement la bunch de poireaux, elle va-tu valoir 3,25 l'année prochaine ou être encore à 3 $. Puis là... pas cher. C'est ça. Ils sont à 4, en fait. Mais je pense qu'il y a 5 ans, là. C'est ça. On est là 5 ans. Je suis il y a 5 ans. Puis, fait que là, on avait toujours cette espèce de conversation-là à chaque année, là. Puis c'était compliqué. Puis on finissait par s'entendre pour augmenter le prix du panier de 50 cents par semaine, tu sais. Puis là, cette année, je suis arrivé, puis j'ai dit, là, c'est l'inflation. J'ai regardé c'est quoi l'inflation alimentaire. J'ai regardé nos prix de l'année passée. Je vais faire une révision de la liste de prix pendant l'hiver. Et puis, je propose un ajustement puis une augmentation de X pour nos paniers cette année. Puis, j'ai amené ça au meeting d'opération, puis j'ai dit, donnez-moi votre feedback. Puis là, les gens m'ont donné tout leur feedback. Puis après ça, c'est moi qui a décidé de mettre ça en place puis de mettre en place la campagne de promo par après. Fait que ça a été vraiment simple, rapide. Puis tout le monde était... c'est le mot en anglais qui me vient, mais soulagé dans le fond de ça. Pas avoir eu besoin d'aller chercher le consensus sur on va-tu augmenter de 75 cents ou de 1,25 par semaine. Ou finalement, cette année, non, c'est 3 $ parce que là, c'est vraiment une situation exceptionnelle. Puis il faut qu'on fasse un rattrapage. Puis de pas avoir un gros débat là-dessus. J'étais arrivé avec une proposition... Puis là, les gens m'ont dit leurs craintes, puis tout ça, puis j'ai tout sous-pesé, puis après ça, j'ai tranché. Je sens que ça doit travailler aussi beaucoup la confiance entre les membres. Oui, tu sais, de dire, OK, c'est bon, c'est ta responsabilité, on te fait confiance, puis tu y vas de l'avant. C'est le fun aussi, j'imagine, dans la dynamique d'équipe, ça doit créer quelque chose de beau. Là. Puis ça, je le vois encore plus pour les nouveaux membres. Fait que les nouveaux membres... On était une coop où on avait 5 personnes qui avaient fondé la coop, puis sommes les 5 fondateurs, puis on a beaucoup de pouvoir décisionnel puis de responsabilités, puis c'est pas toujours évident pour une nouvelle personne qui arrive 7 ans plus tard de se joindre puis de forger sa place. Puis avec un système comme ça, on trouve que moi je vois quand même une différence là, de la part de nos nouveaux membres dans la dernière année qui gagnent la confiance puis qui sont capables de prendre plus de décisions, d'avoir plus un impact puis de prendre leur place dans notre groupe. C'est vraiment bien. Ouais, vraiment. C'est une étape clé, ça, l'intégration de nouveaux membres. Parce que effectivement, quand tu as un groupe fondateur qui a eu ces expériences-là, des bouts plus faciles, des bouts plus tough, quelques-uns, ça arrive, les gens se sont soit soudés ou ça s'est éclaté puis quelques personnes ont pu quitter. Mais quand on tombe à la prochaine génération où on inclut des nouvelles personnes qui ont des nouvelles idées, qui n'ont pas nécessairement fait ce chemin-là avec le reste du groupe, c'est un moment important. Puis on fait pas ça en 2 semaines. J'imagine. Donc, puis même dans les nouveaux projets, c'est super riche que tu partages comme expérience. Ce qu'on dit tout le temps, puis commence pas ta première année de production sans avoir eu d'expérience préalable, sans avoir essayé de travailler avec les mêmes personnes dans un autre lieu ou au moins à 2-3 ailleurs, parce que si tu n'as jamais eu l'expérience de travail, tu as bien beau essayer de planifier tout, mais
tu vas en oublier. Puis quand il n'y aura pas assez d'eau, quand que le désherbage, tout le monde aura perdu le contrôle, ça ne sera pas le bon moment. En fait, tu comprends bien la réalité. Quand même. Il y en a quelques-uns qui ont ces enjeux-là. Mais c'est pas là que tu dis, attends, on va prendre une pause, puis on va... Pourquoi on est là? C'est quoi notre mission? C'est quoi nos objectifs là-dedans? C'est pas là que tu te poses ces questions-là. Donc, avec l'expérience, justement, vous avez réussi à vous organiser, à traiter le plus qu'on est capable avant le début de la saison. Les objectifs personnels, le 50 cents par poireau, là, si t'es pas capable d'accrocher ça sur un objectif d'entreprise, sur les objectifs des membres, tu peux en jaser très longtemps là, de cette valeur-là. Mais s'il y a un salaire d'objectif qui a été fixé, si on est dans une logique de marché public, par exemple, là, on est beaucoup en production agricole, mais si on est dans une logique où des entreprises sont ensemble pour mettre en marché, c'est quoi mon volume que je veux mettre en marché au minimum? OK, là, on s'organise pour atteindre ces objectifs-là. Puis c'est vraiment planification annuelle. Les conseils d'administration, ils doivent pas être si fréquents là, chez Tournesol. Une fois par mois. C'est ça. Puis il y a des comités de travail, il y a des responsabilités de chacun entre-temps. C'est pas à tous les 2 jours un conseil d'administration. Là, parce que ça, quand on envoie, on lève le drapeau parce que vous allez vous brûler. C'est ça. Donc ça permet justement d'avoir... on l'a entendu, là, le principal gain d'être à plusieurs, c'est de se partager la charge mentale. Mais il faut être bien organisé parce que ça peut empirer la charge mentale. Ouais, c'est ça. Si on ne réussit pas à faire passer notre point puis que ça n'avance pas comme on souhaite, là, c'est pas un avantage. Il y a un mélange de tout ça là, à voir venir puis à ne pas se lancer trop vite sans l'avoir planifié. Intéressant. Je vais juste faire un petit point parce que ce que je trouve ça intéressant parce qu'on a comme 2 situations. Une où le système le système de décision peut devenir hyper lourd, hyper lent. Et puis dans l'autre extrême, ça peut devenir hyper efficace, encore plus même que j'imagine dans un système qui est plus hiérarchique où là, les décisions doivent monter en haut, avoir un accord, redescendre, OK, on a le go, puis là, tu pars. Alors que là, c'est ton groupe de travail qui prend des décisions, mais ça peut être plus efficace encore même, tu sais. Effectivement, c'est nous, dans le fond, quand on a intégré les nouveaux membres, le groupe des fondateurs, on a eu un peu peur de perdre le contrôle quand on a intégré les nouveaux membres, puis on avait comme restructuré un peu notre entreprise. Pendant les 5-6 premières années, on était très, très... horizontal, mais c'est ça, tout se décidait à 5 dans un conseil d'administration. Puis là, on a dit, ça marche pas, on peut pas continuer ça comme ça, puis on va intégrer du nouveau monde. Fait que là, on a dit, on va se créer une structure. Puis là, on s'est tous donné un directorat de quelque chose. Moi, j'étais directeur des finances, puis quelqu'un d'autre était directeur de ci. Puis là, on s'est mis en haut. Puis là, on avait les employés en bas, puis les nouveaux membres en bas. Ouais. Puis il était comme on avait chaque sous-entreprise là, dans la coop. Il devait se rapporter au directeur ou à la directrice, tu sais. Puis c'était efficace, puis on a fait des beaux progrès dans notre entreprise comme ça avec ce système hiérarchique-là, mais à un moment donné, on a réalisé que le goulot d'étranglement de notre système hiérarchique, c'était le directeur ou la directrice qui n'était pas capable de recevoir toute l'information, de prendre toutes les décisions, puis que finalement, il fallait qu'on réussisse à déléguer des responsabilités puis la capacité décisionnelle plus bas dans l'échelle, là, parce que c'est ça. Non, ça marchait pas. Puis là, ça fait combien de temps que vous avez comme incorporé l'holocratie ou la sociocratie plutôt? Ça fait 1 an là, ça fait 1 an qu'on a mis ça en place. Ouais, okay, cool. Comme je disais, on trouve qu'il y a eu des belles améliorations, mais on n'est pas encore un exemple de sociocratie. Tu sais. On n'a pas encore toutes les procédures puis les techniques. Là. Il n'y a pas de perfection non plus. C'est un chemin, un processus. Ouais. Puis, c'est un spec, là. Faut garder ça en tête, effectivement. C'est ça. Ouais. Puis justement, là, on a parlé quand même des avantages comme au niveau organisationnel, puis au niveau de la charge, tout ça. Y a-t-il aussi comme des avantages genre fiscaux, mettons, à avoir une coop en tant que telle versus d'autres modèles, ou au final, ça revient un peu au même, dépendamment? Il y a plusieurs situations. C'est dur de donner une grande ligne générale. Il y a un petit point de peut-être inconvénient, ou en tout cas, il faut le savoir d'avance. Au moins le 2/3, si ce n'est pas plus, des fermes coop sont locataires de leur terre. Okay. Pourquoi?
parce qu'une coop, si elle démarre, les gens, ça va bien, des expériences, on s'améliore. Donc, plus ça suit son bonhomme de chemin. Mais si, là, un moment donné, l'objectif est de dire, bon, ben on arrête, gang, puis là, ben on vend. Ben, si on avait la terre dans la coop, puis qu'on décide de vendre, ça prend juste un petit peu de valeur, hein, la terre au Québec, d'une année à l'autre. Ben ça, on y renonce. On renonce à la prise de valeur de la terre quand on la met dans le coop. Ben, il faut juste que ça soit bien assumé. Parce que tu veux pas avoir l'effet de surprise là, 10 ans plus tard que tu dis, attends un peu, là, j'ai mis 10% de prise de valeur par année. C'était mon fonds de retraite, j'y ai pas pensé. On veut éviter ces situations-là. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ouais. Mais ça met une pression importante sur la performance de l'entreprise. Il faut générer des revenus. Là. Si ta retraite n'est pas basée sur la prise de valeur de la terre, faut que tu génères un salaire. Ben oui, ou il faut que tu aies des revenus ailleurs. Mais il y a ça qu'il faut garder en tête versus une société par action, une société en nom collectif. C'est à toi. Là. Fait que tu repars avec, puis tu as évalué la valeur. Bon, là, il faut que tu sois racheté. Là. La valeur se monétise seulement si tu es capable d'avoir le dit montant. Mais ça, c'est à avoir en tête. C'est un avantage si on veut lutter contre la spéculation. C'est un inconvénient si on veut bénéficier de cette spéculation-là. Donc, c'est à avoir en tête. Sinon, ben, il y a effectivement des programmes pour les coopératives de travail. Il y a le régime d'investissement coopératif. Pour les coopératives agricoles aussi, là, où c'est des producteurs qui sont regroupés. Donc, ça donne une déduction d'impôts sur l'argent qu'on a mis à l'intérieur. Donc, l'équivalent d'actions quand on commence ou même quand on a un projet qu'on veut le développer, c'est en part privilégié en coop que ça s'appelle parce que tu n'as pas un droit de vote supplémentaire. C'est juste de la nouvelle argent que tu mets selon un paquet de critères. Là. Appelez-nous, on va regarder ça. Mais selon un paquet de critères, ben, ça fait diminuer ton revenu imposable. Ouais. Bon, en production agricole, les revenus ne sont pas si élevés dans les braquettes d'impôts. Fait que finalement, ça a-tu de l'impact pour la rigueur administrative requise? Il y a des coops qui ont fait l'évaluation puis qui ont dit non, on ne fera pas ça. Mais dans des coops où c'est des entreprises agricoles, où les revenus sont un peu différents, puis il y a plusieurs employés, je pense, il y a une coop agricole en production d'énergie, la coop Agri-Énergie Warwick, ils font du gaz naturel renouvelable. C'est des grosses entreprises qui mettent leur fumier lisier ensemble pour fournir énergie en gaz naturel renouvelable. On change d'échelle, mais eux, clairement, dans les montants qu'ils devaient mettre pour construire ce beau complexe de biométhanisation-là, ben, ils souhaitaient avoir ces avantages fiscaux-là, effectivement. Donc, ça dépend beaucoup, puis on évalue le cas par cas. Donc, oui, il y a des programmes fiscaux spécifiques aux coopératives, particulièrement dans le domaine agricole, mais il faut avoir en tête effectivement là, que la prise de valeur des actifs n'est pas partageable. Donc, on augmente les bénéfices de fin d'année, eux, le sont. Là. Donc, ça a une pression sur la performance d'entreprise. Et aussi, on ouvre une porte qui est des entreprises qui sont bien intégrées sur leur territoire, qui sont généralement dans les plans stratégiques de municipalité, de MRC. Donc, des fois, là, ça l'ouvre les portes. C'est pas fiscal, c'est vraiment financier de dire, OK, ben nous, dans notre plan de développement de la zone agricole de tel MRC, on veut un kiosque libre-service où les gens vont pouvoir acheter, puis ils payent par contribution volontaire. Puis nous, ben, on est prêts à financer ça. OK, mais ça rentrerait dans les cordes, justement, directement. C'est drôlement intéressant. Là. Donc, ça amène la subvention pour développer un nouveau service. Donc, il y a certaines coops, effectivement, là, qui profitent de ces occasions-là. À avoir en tête aussi, il y a un programme de la financière agricole là, qui me vient en tête, c'est la prime à l'établissement. Oui. Selon effectivement la formation que les gens ont faite. Il y a une petite contrainte dans ce programme-là. Il faut avoir un 20% de contrôle de l'entreprise. En coop, un contrôle de l'entreprise, ça n'existe pas vraiment. Donc, fait que c'est difficile. Est-ce que tu as déjà entendu quand même des cas de personnes qui ont réussi à aller chercher, même en étant coop? On est capable d'aller la chercher. Sauf que c'est ça, ça fait en sorte que ta coop ne peut pas avoir plus que 5 membres. Fondateur. Nous, pendant plusieurs années, à la ferme Tournesol, on n'a pas voulu avoir de nouveaux membres dans l'entreprise pour être capable d'aller chercher, pour pas perdre les subventions de la financière. Mais une fois qu'on avait réussi à les réclamer, là, on est devenu plus ouvert, puis on s'est structuré pour accueillir des nouveaux membres dans la coop. Donc ça, c'est plate que
la FADQ, puis juste récemment avec l'Ordre national du mérite agricole aussi, je réalisais que c'était le même problème. Il n'y a pas une bonne compréhension là, de la réalité coopérative, puis du fait que si on a un CA de 5 personnes, ben j'ai en fait quand même 20% du pouvoir décisionnel, même si ma coop a 10 personnes. Mais eux, c'est une simple division. Bon, 100% du pouvoir, c'est la coop, divisé par le nombre de membres. Fait que si vous êtes 10, peu importe c'est quoi ton rôle puis ton influence dans l'entreprise, vraiment, je considère que tu as 10% du pouvoir décisionnel, donc tu qualifies pas. Fait que ça, il y aurait un ajustement à faire, puis on le demande depuis longtemps, mais... Il y a une belle écoute, mais effectivement, c'est pas concrétisé à des modifications. Je voyais le prix de la relève Agricola cette année, quand même prestigieux comme super belle comme reconnaissance. Là, donc, mais là, on n'est pas dans un programme, là, on est dans de la reconnaissance, là, mais voilà, mais on y travaille, on est quelques-uns là, avec Réseau Coop, avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, CQCM, un autre acronyme, pour justement bien expliquer c'est quoi cette réalité-là coopérative. Fait l'écoute est là. C'est ça, l'écoute est là. Il y a quand même une ouverture justement à voir tout ça. Ouais. Okay. C'est sûr que c'est un défi aussi. Je me mets dans les pieds de la financière agricole. Puis si tu changes toutes les règles, il y en a qui pourraient abuser du programme. Donc, il faut toujours faire attention. Là, mais je voulais commenter davantage sur ce que tu disais là, au niveau de l'acquisition de la terre dans la coop. Nous, on a été locataire pendant 12 ans, mais éventuellement, on a décidé de l'acheter, la terre. Puis ça a été quand même un questionnement. On s'est demandé est-ce qu'on devrait l'acheter à l'extérieur puis louer à la coop ou parce que c'est ça, justement. Plusieurs font ce modèle-là, effectivement. C'est une bonne réflexion à avoir. Mais finalement, on a décidé, d'une part, c'était la coop qui était le producteur agricole, mais on a décidé de l'acheter dans la coop. Puis même si on ne pourra pas vendre la terre dans un contexte de fermeture et puis bénéficier de l'augmentation du prix, comment nous on le perçoit, c'est que dans l'évolution de l'entreprise, si là on la paye la terre présentement, mais elle augmente en valeur, puis ça demeure un actif de la coop. Puis je vais pouvoir utiliser cet actif-là comme une garantie pour aller chercher d'autres prêts. Puis ça veut de levier quand même. Ça me donne quand même un levier d'avoir une terre, donc ça peut quand même être intéressant. Et puis dans un contexte où tout le monde se parle plus, puis on ferme la coop, il y a de la chicane. Là, c'est là que la loi des coopératives dit qu'une fois que tu as payé toutes les dettes, le restant à la fin, je sais pas si tu appelles ça l'excédent dans ce contexte-là, ou c'est quoi le terme exact? La réserve générale. La réserve générale, c'est ça. Fait que une fois que tu as liquidé, que t'as liquidé tout, puis que tu as payé toutes les dettes, la réserve générale, c'est ça qui est pas partageable. Fait que moi, comme travailleur à la coop Tournesol, si la coop s'enrichit, puis gagne la valeur et tout ça, on pourra pas fermer la coop, puis je vais bénéficier de ça comme si c'était l'entreprise, puis mon petit morceau de tarte dans mon entreprise. Sauf qu'il y a quand même aussi des manières de... éventuellement, on décide de fermer la coop, là, puis qu'on continue à s'entendre, mais on pourrait décider que là, tranquillement, on change les activités de la coop, qu'on vend la terre, qu'on investit dans d'autres choses, puis tranquillement, on peut aussi... c'est ça, si on se fait que la coop continue d'exister, ben on peut bénéficier de certains gains de capitaux et tout ça, mais c'est ça, c'est dans un contexte où on veut fermer, là, parce qu'on n'est plus capable de se parler, que là la réserve est non partageable puis elle est perdue. Donc, c'est quelque chose à savoir, c'est clair. Un autre petit avantage fiscal que moi je perçois, c'est le fait que à la fin d'une année financière, quand il y a des profits, ils peuvent être redistribués sous forme de ristourne, mais que la redistribution sous forme de ristourne est faite avant impôt. Donc, c'est les récipiendaires de la ristourne qui vont payer les impôts dessus seulement une fois, plutôt que dans un modèle Inc., si je comprends bien, où l'entreprise paye un impôt sur son profit, puis après distribue des dividendes, puis les dividendes sont taxés à un taux moindre, mais aussi. Donc, on est capable de distribuer la ristourne avant impôt, qui est un avantage fiscal des coops de travail. Je pourrais pas commenter l'équivalent Inc., parce qu'effectivement, je l'ai pas creusé, mais l'exemple nommé, ça, c'est lorsqu'on décide de recevoir le partage de ristourne de l'année, mais on pourrait dire non, ça ne sera pas cette année parce que fiscalement, moi, je veux pas m'imposer sur ce montant-là cette année. Il y a une ristourne d'impôt différée qu'on peut la pousser dans le temps. Puis dire, je vais attendre que ça soit une plus petite année ou que j'ai d'autres projets, puis il faudra que je réduise à la fois mon revenu imposable, mais aussi, j'ai pas besoin de cet argent-là tout de suite. Ça permet, c'est une belle flexibilité. Puis là, chaque membre peut le décider. Là, donc, on peut combiner les stratégies, effectivement, dans une même coop. Mettons, tu sais que tu as des
gros investissements à faire, qui est un moyen de faire descendre ton revenu, si on veut, ou peu importe. Mais là, tu pourrais attendre à cette année-là, sachant que c'est cette année-là que ça va être utile de descendre. Je comprends la petite gamique, c'est le fun. Puis ce qui est vraiment intéressant, puis là, on n'a pas l'information, mais je sais que c'est en train de se travailler. Je dis toujours dans 2 mois, finalement, ça va peut-être être dans 2 ans au cumulatif, mais on est sur le point de recevoir des avis fiscaux, des recommandations sur comment optimiser la structure coopérative en production agricole. Donc, on n'est pas là dans de la mise en marché collective puis tout ça, là, on est vraiment des fermes coop, là, et on est sur le point de les recevoir, puis ça va mener à un guide d'établissement en coop, là. Comment faire de la production agricole en coopérative, les bonnes pratiques. C'est le CRAC qui va rédiger ça. Ah oui, avec le CRAC. Exact. C'est sérieux. Donc, on essaye. Donc, voilà, c'est... donc, avec ces avis fiscaux-là, avec l'expérience qu'on recueille ici et là, très cool. C'est très demandé parce que là, on se retrouve avec des bouts d'informations ici et là. C'est une bonne idée ou pas, dans ma situation, de faire une coop ou de faire un OBNL aussi ou de faire d'autres structures. Ben là, il va y avoir un beau guide, là. Un jour. On le sent, ça s'en vient, c'est chaud. Peut-être que quand l'épisode va sortir officiellement, ça va être... ça va peut-être être fait, effectivement. On se croise les doigts. On le souhaite, effectivement. Puis ça l'est, on marquera on donnera les infos. Oui, super. Absolument, on mettrait ça en référence. Puis aussi, dans le fond, ça serait quoi, justement, là, on se met un peu dans le bain, ce serait quoi les étapes pour démarrer une coopérative? T'sais, autant des étapes vraiment plus comme, je sais pas, bien s'entourer que concrètement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, moi, ce qui me vient en tête rapidement, là, je pourrais dire les vraies étapes, là, ligne par ligne, là, mais les 2 grands sujets, là, c'est la gang, c'est le groupe. Ayez fait de l'expérience ailleurs, je le disais tantôt, là, mais c'est super important. Donc, le groupe lui-même, puis le projet d'affaires. Donc, c'est le fun d'être une gang, mais si on veut en vivre, on veut le développer, ce projet-là. Ouais. Donc, c'est vraiment ces deux éléments-là. Puis, dans le projet d'affaires, il y a tous les éléments agronomiques. Ça donne bien, il y a beaucoup d'aide au niveau du MAPAC là, régionalement pour challenger les plans d'affaires pour ça. Donc, c'est les gros... c'est les 2 grosses étapes. Après ça, on tombe dans des éléments administratifs de création de la coopérative, puis tout ça. C'est notre job au quotidien de faire ça. Là. Puis, on travaille beaucoup avec les réseaux coop, justement, qui sont spécialisés en coopérative de travail. Nous, on est partout sur le territoire, donc on connaît les acteurs locaux, régionaux, là, donc on fait ce travail d'équipe-là. Mais c'est vraiment les 2 gros sujets qu'il faut être prêt. Puis après ça, on se fait un plan de match là, pour la créer, puis ouvrir le compte. Un moment donné, ça arrive, tout ça. Là. Oui. Mais le groupe puis le projet d'affaires, là, c'est... Pour commencer, une fois que là, on a ça, justement, là, on peut se dire, dépendamment du type de coop qu'on veut faire, mettons, producteur, justement, là, on appellerait peut-être plus la CDRQ, puis sinon, réseau coop comme coop de travailleurs, ou même là, les 2 se partagent un peu là. Oui, dans les 2 cas, on travaille ensemble. Okay. L'idée, c'est un peu le deal qu'on s'est fait parce que ça fait un message compliqué à donner, là, qui appeler dans quel cas. Ouais. On se parle, fait qu'on va faites-vous-en pas. Mais l'idée, c'est que les projets sont ancrés dans leur milieu. Quand on veut commencer une production agricole, donc selon on est où au Québec, nous, on est là à proximité pour justement, tu parlais à la direction régionale du MAPAC. Hey, dans tel MRC, savais-tu qu'il y a ce fonds-là? Parce que dans le PDZA, c'est prévu de telle action. Donc, ça, on connaît ça. C'est notre quotidien d'être dans les régions. Puis, lorsqu'un groupe dit, là, nous, dans le fond, on veut tirer un salaire, c'est une courbe de travail. Super. On connaît du bon monde qui va pouvoir continuer à vous aider. Puis nous, on ne disparaît pas là-dedans. Là. On continue à être en lien parce que l'ancrage local, régional est super important, mais il y a des éléments particuliers de coopération du travail qu'il faut voir venir. Donc, c'est pour ça ce travail d'équipe-là qui est fait. Puis ça, c'est dans une logique de production agricole. Parce que c'est beaucoup des coops de travail. Là. Le 2/3 des fermes coop sont des coops de travail. Okay. Donc, on est beaucoup dans cette logique-là. Mais si c'est d'autres enjeux où c'est des entreprises qui font quelque chose en commun, où il y a une grande implication de la communauté dans tout ça, on va poursuivre l'accompagnement. Je donne un autre exemple. Si c'est une épicerie, puis ça l'implique, oui, que les producteurs sont membres, mais que la clientèle va être membre aussi pour venir acheter, ça donne, les réseaux coop est avec les coopératives de travail, ça donne qu'il y a un regroupement des coops
épicerie en alimentation. On va travailler avec eux pour être sûr que ça fonctionne bien. Puis s'il y a des enjeux au niveau de la production, ben Solio est pas loin. Là. C'est des amis. Là. Donc, ils vont... s'il y a du maillage à faire, on va travailler avec eux. Donc, pour ça, j'ai fait la joke tantôt. C'est à la fois un petit monde puis un grand monde. Là. On veut tout que ça fonctionne mieux. Fait qu'on se parle de cette façon-là. Vous parlez. Ah ouais. Okay, un autre élément que j'aimerais rajouter, c'est en plus de connaître ta gang, d'avoir fait des projets ensemble, puis de s'assurer aussi qu'on est complémentaires dans nos forces dans l'équipe, puis d'avoir un bon plan d'affaires, c'est peut-être aussi d'aller chercher de l'expérience sur d'autres fermes. C'est au niveau agronomique, là, mais d'avoir fait une saison complète minimum, ou 2 ou 3 ailleurs, d'apprendre des erreurs des autres, c'est vraiment utile là, quand tu veux partir une ferme coop. Super bon point. Faire tes erreurs ailleurs aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis bien content de faire mes erreurs qui coûtent cher en ce moment. Exact. Merci à mon proprio. Je fais des blagues, là, mais oui, c'est vrai, c'est un bon point. Absolument. Puis, premièrement, je veux vous remercier. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est super le fun de vous avoir. Nous, on aime ça, dans le fond, avant de se quitter, avoir un peu, c'est quoi vos aspirations, dans le fond, pour le futur, vos projets, votre espoir, dans le fond, pour que ce soit par rapport aux coopératives ou par rapport à la ferme directement, par rapport à vous-même. On laisse ça assez large, là, vous avez carte blanche. OK, veux-tu y aller? Moi, j'ai des aspirations qui vont dans tous les sens un peu, mais à la ferme Tournesol, on a une compagnie de semences et puis on veut vraiment la développer. On travaille fort à ça, puis on veut grossir notre équipe dans la compagnie de semences, puis commencer à étendre notre marché, puis à aller peut-être dans les maritimes, puis ailleurs. Fait que ça, c'est notre objectif au niveau de l'entreprise. Puis au niveau personnel, je veux, moi, commencer à développer aussi une entreprise pour aider les entrepreneurs, donc faire de la formation et puis nice. C'est ça, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la coopération, mais aussi je mange d'informations sur le marketing, la vente, l'administration, structurer les entreprises. Fait que je cogite là, puis je suis en train de développer différentes offres puis des plans pour faire des formations puis aider les entrepreneurs agricoles et coopératifs. Très hâte. Ça se peut qu'à un moment donné, quand ça soit sur pied, on vienne te voir. Oui, c'est ça, carrément. Yes. Mais on va rester à l'affût. C'est le fun. Puis, si jamais, mettons, j'imagine, tu sais, sur tes réseaux, tu vas en faire la diffusion aussi. Si jamais aussi les gens qui nous écoutent, peut-être, un moment donné, quelqu'un voudrait voir ça. Si ça arrive, tu vas l'afficher. Absolument. Okay. Ça fait partie de la game. C'est ça, le marketing. Non, juste je l'affiche pas, je la garde juste pour les proches. Les pages jaunes. Allez checker les pages jaunes. Une idée qui m'intéresse aussi, c'est de faire des groupes de producteurs, de faire des groupes de gestion pour se partager l'information, puis les analyses, puis comprendre les fermes que ça va bien, qu'est-ce qu'ils font pour aider les fermes où ça va moins bien, déterminer c'est quoi les facteurs ou les choses qui pourraient améliorer. Fait qu'il y a toutes sortes de choses à faire, c'est sûr. Oui. Mais c'est des super beaux projets, mais j'ai hâte de voir ça. All right. Puis toi, Evan? Moi, c'est de continuer. Moi, mon quotidien, c'est de côtoyer des gens comme Frédéric qui veulent transformer le monde avec le modèle coop. Donc, on a des projets d'économie circulaire, on a des projets qui sont vraiment fascinants, puis de tout simplement continuer. Puis, j'ai assez confiance. Je vous ai dit que le guide d'établissement s'en vient ou est publié. Mais le ministère de l'Économie a remis de l'argent pour justement avoir ces projets-là, plus d'accompagnement, des cohortes là, qui sont en train de se faire ou qui sont commencées. Entre les fermes coop, il y a vraiment un momentum intéressant au niveau de l'autonomie alimentaire, de l'occupation des territoires. Puis, moi, c'est mon ADN là, en développement économique des territoires. Donc, moi, je continue tout simplement. Yes, that's it. Merci. Moi, je partage ensemble vos rêves et aspirations. Oui, absolument. Ouais. Dernière petite question vraiment, vraiment rapide parce qu'on aime ça aussi savoir. Si vous avez des petites références culturelles à nous conseiller. Que ce soit livres, films, séries, qui permettent de pousser la réflexion encore un peu plus loin. Comme par exemple, ça pourrait être le documentaire Corporation qui était sorti, vraiment à large. Là. Quelque chose qui vous a marqué, dans le fond.
Ben, moi, j'ai pas lu encore, mais c'est sur ma table de chevet que je vais commencer bientôt. Mais j'ai eu une conférence à la Chambre de commerce du Grand Joliette, Sipi Flamand, nouveau chef Atikamekw de la communauté de Manawan, qui a publié un essai qui est décoloniser la politique. Puis la façon qu'il en a parlé, c'est ma prochaine lecture. Là. Donc, super. Je peux pas le commenter, puis j'ai pas commencé à lire, mais juste avoir sa conférence, là, le plus jeune chef à ce jour là, de la communauté Atikamekw de Manawan. Voilà, donc c'est dans ma liste. Là, c'est très intéressant. Le prochain livre que j'ouvre. Cool. Très bonne référence, merci, c'est noté. Sinon... T'es pas obligé non plus si jamais c'est... On va mettre en lien de il y a trop de trucs. T'en as parlé d'une déjà. C'est toutes les références que j'ai lues récemment, Smile. Je sais plus laquelle recommander. Cool. Mais je lis des choses sur la communication. Puis, cool. Mais c'est super intéressant, ça, en coopérative communication. C'est un must aussi. Cool. Malheureusement, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est parfait. Ben merci Frédéric, merci Evan d'avoir participé avec nous. C'était super, c'était informatif, c'était cool de aussi comprendre un peu plus les détails des coopératives, savoir comment ça fonctionne, puis d'avoir aussi toi qui sais qu'il vit en ce moment avec Tournesol. Donc merci énormément, merci pour toutes les infos, merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. On espère que vous avez trippé comme nous, on a trippé également. Merci d'avoir fait un programme sur les coopératives. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Radicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.